Alain Barrière. Un nom qui résonne comme un écho du passé, gravé dans le cœur de millions de Français. Un chanteur à la voix rauque et chaude, un compositeur aux mélodies intemporelles qui ont bercé des générations entières. Des tubes comme Elle était si jolie, Ma vie où tu t'en vas qui évoquent l'amour perdu, la nostalgie et la résilience face aux tempêtes de l'existence. Mais derrière ces chansons romantiques et poignantes se cache une vie bien plus tumultueuse, une enfance marquée par la misère, des triomphes fulgurants suivis de chutes brutales, des batailles contre la maladie et le fisc, et une fin tragique, emportée par le chagrin et la fragilité du corps. Alain Barrière n'était pas seulement un artiste, c'était un survivant, un Breton indomptable qui a transformé ses souffrances en beauté. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de Mémoire des célébrités, plongeons au plus profond de son parcours. Préparez-vous à une histoire d'amour, de gloire et de larmes. La vie et la mort tragique d'Alain Barrière. Imaginez un petit village côtier du Morbihan, la Trinité-sur-Mer, niché entre les dunes et l'océan Atlantique. C'est là, le 18 novembre 1935, qu'Alain Bellec voit le jour, un nom qu'il abandonnera plus tard pour adopter le pseudonyme évocateur d'Alain Barrière, comme une barrière contre les vents contraires de la vie. Fils de marailleurs aux ses intermédiaires modestes entre pêcheurs et poissonniers, Alain grandit dans une famille de 3 enfants, dont il est le benjamin. Son père, un pêcheur dur au labeur, disparaît prématurément d'une maladie, laissant sa mère seule face à l'adversité. La pauvreté s'installe comme une ombre persistante, un logement exigu, des repas frugaux, l'absence de tout confort moderne. On vivait au jour le jour, sans un sou en poche, se souviendra plus tard Alain dans son autobiographie Ma vie, publiée en 2006. Ces années formatrices forgent chez le jeune Alain un caractère résilient, mais aussi une soif d'ailleurs irrésistible. Dès son plus jeune âge, Alain est un enfant turbulent, espiègle, plus attiré par les horizons marins que par les bancs d'école. Les salles de classe l'ennuient, lui préfère vagabonder sur les plages, fasciné par les bateaux qui dansent sur les vagues, les radeaux improvisés qui promettent l'aventure. La mer, immense et impitoyable, devient son terrain de jeu, son refuge contre la grisaille domestique. L'océan m'appelait, il représentait la liberté que je n'avais pas chez moi, confiera-t-il des années plus tard. Cette Bretagne sauvage, avec ses vents salés et ses légendes celtiques, infuse déjà en lui une sensibilité poétique, une mélancolie qui transparaîtra dans ses chansons futures. Mais l'école reste un fardeau, notes médiocres, absences répétées, un esprit trop rêveur pour les leçons arides. Pourtant, un tournant providentiel surgit sous la forme d'un instituteur bienveillant, un mentor qui discerne le potentiel caché derrière l'agitation. Contrairement à ses prédécesseurs, cet homme prend le temps de l'écouter, de l'encourager. Il éveille en Alain une passion pour la lecture, la poésie, et lui montre que l'éducation peut être une clé pour briser les chaînes de la misère. Il m'a fait découvrir que les mots pouvaient être des armes, des rêves à portée de main, racontera Alain. Motivé, le garçon se plonge dans les études avec une détermination nouvelle. En 1955, après des efforts acharnés, il décroche son baccalauréat et intègre l'École nationale supérieure d'art et métiers d'Angers, une institution prestigieuse qui forme des ingénieurs. C'est un triomphe pour ce fils de pêcheur breton, un diplôme en poche, un avenir technique qui semble tracé. Mais la musique, cette passion latente, commence à murmurer. À 20 ans, Alain achète sa première guitare, inspiré par les virtuoses du jazz manouche comme Django Reinhardt. Les cordes deviennent son exutoire, ses premiers accords un moyen d'exprimer les tourments enfouis. Il compose en secret, des mélodies simples mais émouvantes, imprégnées de la rudesse de son enfance. La Bretagne, avec ses chants traditionnels et ses ballades tristes, nourrit déjà son style, une chanson française lyrique, introspective, loin des yéyés effervescents de l'époque. Juste au moment où l'avenir s'éclaircit, la vie frappe Alain de plein fouet. En 1955, alors qu'il est sur le point d'obtenir son diplôme d'ingénieur, un diagnostic tombe comme un coup près, la tuberculose. Cette maladie pulmonaire, encore redoutable à l'époque malgré l'avènement des antibiotiques, l'immobilise pendant un an entier. Confiné dans un sanatorium à Saint-Hilaire-du-Touvet, en Isère, un lieu évoquant presque la montagne magique de Thomas Mann, avec ses cures interminables et son atmosphère de suspension, Alain affronte l'isolement, la peur et la solitude. C'était un cauchemar éveillé, alité, faible, coupé du monde. Mais cette année forcée a été ma renaissance, écrira-t-il dans Ma vie. Loin de sombrer dans le désespoir, Alain transforme cette épreuve en terreau fertile pour sa créativité. Sa guitare, son seul compagnon fidèle, devient une confidente. Allongé des heures, il compose ses premières chansons, griffonne des paroles qui distillent sa douleur et son espoir. Cathy, l'une de ses premières créations,
née dans ce lit d'hôpital, une ballade tendre sur un amour fugace, inspirée par les souvenirs de Bretagne et les rencontres éphémères au sanatorium. La musique m'a sauvé, elle était ma thérapie, mon échappatoire à la mort qui rôdait, confesse-t-il. Ce séjour forcé, loin d'être une parenthèse stérile, forge son identité artistique, une poésie simple, accessible, imprégnée de mélancolie et de résilience. À 20 ans, il allie déjà son amour des mots nourris par les poètes bretons et les classiques français à des mélodies fluides, accessibles. Guéri, mais marqué à jamais, Alain sort du sanatorium avec un diplôme en poche et un répertoire naissant. Il exerce brièvement comme ingénieur chez Kléber Colombe, mais son cœur penche irrémédiablement vers la musique. Les soirées passées dans de petits cabarets parisiens, à gratter sa guitare pour un maigre cachet, sont le début d'une vocation irréversible. L'enfance pauvre, la perte du père, la tuberculose, ces ombres deviennent les fondations d'un artiste qui chantera toujours l'adversité avec une tendresse infinie. 1961 marque le grand saut. Sous le pseudonyme d'Alain Barrière choisi pour sonner fort, comme une digue contre les vagues du show business, il participe au concours du Coq d'Or de la chanson française à l'Olympia. Avec Cathy, il atteint la finale, se classant 11e sur 12, mais c'est suffisant pour attirer l'œil de Bruno Cocatrix, le légendaire impresario de l'Olympia. Ce dernier lui signe un contrat chez RCA, et la machine se met en route. Alain plaque son job d'ingénieur et se lance à corps perdu dans la chanson. Les petites salles parisiennes deviennent son apprentissage, des soirées modestes, mais où sa voix chaude et ses textes sincères captivent déjà un public fidèle. L'explosion arrive en 1963 avec Elle était si jolie. Écrite et composée par Alain lui-même, cette ballade douce amère sur une idylle évanouie séduit instantanément. Sélectionnée pour représenter la France à l'Eurovision à Londres, elle le propulse sur la scène européenne. Le 23 mars, devant des millions de téléspectateurs, Alain termine 5e sur 16, avec 25 points, un score honorable qui fait de lui une star naissante. Le single se vend comme des petits pains, atteignant les sommets des charts français et s'exportant jusqu'en Amérique du Sud, où il devient un hymne dans les boîtes de nuit chiliennes et argentines. C'était magique, d'un coup, le monde entier chantait mes mots, se rappellera-t-il. L'année suivante, 1964, couronne son triomphe, Ma vie, extrait de son premier album éponyme, devient son plus grand hit. Ce slow langoureux, qui dure plus de 4 minutes trop long pour les radios, qui le boycottent initialement, conquiert les jukebox et les dance-floors. Plus de 500 000 exemplaires écoulés en France, des ventes folles en Italie, où il est adapté en italien par Gino Paoli, et en Amérique latine. Alain passe en vedette à l'Olympia, enchaîne les tournées, Brésil, Argentine, Japon, Canada. Son style voix veloutée, orchestration riche signée André Pop ou André Hossein séduit un public international, faisant de lui un ambassadeur de la chanson française lyrique. Les années 60 sont un tourbillon de succès. Emporte-moi, 1968, une déclaration d'amour passionné, À regarder la mer, 1969, un clin d'œil nostalgique à ses racines bretonnes, La Marie Joconde, 1966, ou Les Guinguettes, 1969, qui célèbrent la joie simple des bals populaires. Il sort album sur album, Toi, 1966, Si je rêve de toi, 1967. En 1965, il s'aventure même au cinéma avec Pas de panique, un thriller où il tient le premier rôle aux côtés de Pierre Brasseur, prouvant sa polyvalence. Mais Alain reste fidèle à sa chanson, des textes poétiques, souvent autobiographiques, qui touchent au cœur. Son influence grandit, il inspire une génération d'auteurs-compositeurs comme Michel Berger ou Julien Clerc, par sa capacité à mêler romantisme et engagement discret. Les années 70 prolongent la magie. Alain, désormais une icône, conquiert l'Amérique du Sud comme peu d'artistes français avant lui. Au Brésil, en Argentine, au Chili, ses concerts attirent des milliers de fans hystériques, Ma vie est chantée à tue-tête dans les stades. C'était une adoration presque religieuse, il voyait en moi le poète de l'amour universel, dira-t-il. Il tourne avec des orchestres locaux, adapte ses chansons en espagnol, et devient un phénomène culturel transatlantique. En France, les hits pleuvent, Rien qu'un homme, 1971, un plaidoyer pour l'authenticité, Mon fils, 1972, une dédicace émouvante à la paternité future. Mais c'est en 1974 que Tu t'en vas, en duo avec Noël Cordier ou une autre vétérane de l'Eurovision, explose les compteurs. Plus d'1 million de 45 tours vendus, numéro 1 en France, en Suisse et en Allemagne, un exploit rare pour une chanson française. Ce titre, avec ses accents italiens et sa mélodie envoûtante, reste son record absolu. Alain excelle aussi en duo, avec Mireille Mathieu sur La vie c'est la vie ou Un jour, une vie,
des performances scéniques qui mettent en lumière sa complicité et sa voix complémentaire à celle de la diva. Sa discographie s'étoffe, 19 albums au total, des compilations comme Best of 2010, qui inclut des inédits. Il reçoit des hommages, le Trophée de la Nuit en 2003 pour le Stirwen, son complexe culturel, et est promu commandeur des Arts et des Lettres en 2013, reconnaissant son influence sur la chanson française. Alain n'est pas qu'un entertainé, il s'engage subtilement, V comme Vietnam, 1970, dénonce la guerre, Amoko, 1978, fustige la marée noire en Bretagne, un hymne écologique avant l'heure. Son impact ? Immense, ses slows ont rythmé les bals de fin d'année, influencé les variétés françaises, et ses textes simples mais profonds continuent d'être repris par des artistes comme Florent Pagny ou Patrick Bruel. Pourtant, sous les projecteurs, des fissures apparaissent. Alain, allergique au Star System, s'isole dans un moulin des Yvelines, crée sa propre maison de production, Albatros, en 1971, un acte d'indépendance qui l'éloigne des majors. Je refusais de me plier au système, la musique devait rester pure, explique-t-il. Cette rébellion paie en créativité, mais prépare les tempêtes. Au sommet, Alain rêve grand. En 1975, marié à Agnès, une danseuse et mannequin qu'il a rencontrée cette même année, un coup de foudre absolu, il lance un projet fou, le Stirwen, étoile blanche en breton. Près de Carnac, il transforme un château en complexe culturel, discothèque, restaurant, salle de spectacle pour 2000 personnes, avec des soirées thématiques et des concerts live. C'était mon rêve, un temple de la fête en Bretagne, un retour aux sources pour partager la joie, s'enthousiasme-t-il alors. Agnès y met toute son énergie, organisant des mini-shows qui attirent les stars comme Johnny Hallyday. Mais le rêve vire au cauchemar. Mal conseillé par des amis douteux et des entrepreneurs véreux, le projet explose les budgets. La municipalité de Carnac, dirigée par Christian Bonnet, futur ministre, bloque les extensions, villages et hôtels prévus, multiplie les recours judiciaires. Le Stirwen ouvre en 1976, populaire auprès des noctambules bretons, mais s'endette lourdement. Faillite en 1977, Alain doit 4,8 millions de francs au fisc, qui le harcelait de rappels d'impôts. Ils ont foutu ma carrière en l'air. Ou je règle le problème avec le fisc, ou je me fous en l'air, lâche-t-il dans une interview déchirante en 1989. Dépression, saisie, tutelle judiciaire, tout s'effondre. Pour fuir, Alain s'exile. D'abord aux États-Unis en 1977 avec Agnès et leur fille Guénaëlle, née en 1976, une avocate accomplie qui deviendra son pilier. Puis au Québec de 1983 à 1988, où il enregistre de Québec à Montréal, 1983, un album sans écho commercial. Ruiné, isolé, il touche le fond, 20 ans d'enfer fiscal, une chasse à l'homme politique déguisé, accuse-t-il. De retour en Bretagne début des années 90, il tente un relance avec un peu de sang breton, 1991, et La mer est là, 1992, mais les ventes déçoivent. Le Stirwen, repris par Guénaëlle en 2013 après une pause, reste un symbole doux amer de ses ambitions brisées. Au milieu des tourments, l'amour d'Agnès Cohen-Solal illumine tout. Rencontrée en 1974 OL, fan éblouie, qui envoie d'abord une amie à sa place tant elle est intimidée, elle devient son épouse en 1975 et s'amuse éternelle. Danseuse talentueuse, mannequin pour Johnny Hallyday, Agnès apporte créativité et soutien indéfectible. Ensemble, ils affrontent l'exil, les dettes, les maladies. Sans elle, je n'aurais pas tenu, elle était ma force, mon port d'attache, avoue Alain. Leur fille Guénaëlle, née en pleine effervescence du Stirwen, grandit dans cet univers bohème, papa et maman s'engueulaient comme des chiffonniers, mais s'adoraient passionnément, se souvient-elle avec tendresse. Malgré sa carrière nomade, Alain priorise la famille, dîner breton, promenade à Carnac, soutien inconditionnel à Guénaëlle qui choisit le droit. Mais les ombres s'allongent. Agnès, affaiblie par une polynévrite chronique, est diagnostiquée d'un cancer du pancréas en 2019. Son combat est courageux mais bref, elle s'éteint le 5 décembre 2019, à 69 ans, emportée par une pneumonie. Alain, hospitalisé pour un AVC, n'est pas informé, Guénaëlle, déchirée, lui cache la nouvelle pour le protéger. Maman ne voulait pas qu'il la voie souffrir, et lui était si fragile. C'était un acte d'amour, explique-t-elle. Inhumée discrètement à la Trinité-sur-Mer, Agnès repose seule, son mari ignorant la perte. Les dernières années d'Alain sont un combat acharné contre le temps. Depuis 2011, une série d'AVC ou le 4e en novembre 2019 le cloue au sol,
l'empêchant de tenir debout 2 heures pour ses adieux prévus à l'Olympia et à la Trinité. La scène était ma vie, la perdre, c'était mourir à petit feu, confie-t-il amèrement. Pourtant, en 2017, une compilation d'inédits ravive la flamme, et il joue du piano chez lui, entouré de ses chiens. Mais le chagrin invisible pour Agnès, couplé à sa santé déclinante, l'emporte. Le 18 décembre 2019, à Carnac, à 84 ans, Alain succombe à un arrêt cardiaque 12 jours après sa bien-aimée, qu'il n'a jamais pleuré consciemment. Guénaël veille à ses côtés jusqu'au bout, il s'est éteint paisiblement, comme s'il rejoignait maman. Ses obsèques, le 23 décembre à la Trinité, réunissent un millier de personnes, fans, artistes, bretons en deuil. Inhumés côte à côte dans le caveau familial, Alain et Agnès symbolisent un amour immortel. Alain Barrière nous laisse un héritage inestimable, des chansons qui soignent l'âme, un témoignage de persévérance face à l'injuste. Sa vie tragique nous interroge, comment transformer la douleur en art? Quel amour mérite-t-on de porter jusqu'à l'éternité? Si cette histoire vous a ému, likez, partagez, abonnez-vous à Mémoire des célébrités pour plus de récits sur ces icônes oubliées. Dans les commentaires, dites-nous, quelle chanson d'Alain vous touche le plus? Merci d'avoir écouté. Et à bientôt, pour une nouvelle mémoire gravée dans le temps.